recording, transition. Tout marche bien sur le VVV? Vous voyez, vous entendez? Ok. C'est bon pour Eh toi. ben, on peut y aller. Désolé pour le retard. Ok, on peut faire bon. Et si vous pouvez. Joli tes logos, Michel, hein, il y en a beaucoup, il y en a plein. Ah oui, mais je ne les ai pas tout le séminaire. Je les arrête au bout d'un moment. Vous pouvez y aller. Merci. Bon, ben, tout d'abord, je remercie les organisateurs pour l'invitation. Ils ont fait preuve de bon sens, on trouverait moyen de rester chez eux et de pouvoir faire autre chose tranquillement. Moi, j'ai déjà les presté. Le séminaire. Donc, Ah, ça s'inscrit dans le groupe de travail information quantique, quantique en général, mais qui s'oriente plutôt vers des choses touchant à l'information quantique et à la manipulation du bit quantique. Et ça, c'est un exposé qui est un petit peu différent, j'allais dire presque orthogonal. Je vais vous expliquer pourquoi. Comme Jérémy ne pourra pas être là aujourd'hui, il m'a dit que je pouvais prendre mon temps, alors je vais essayer de ne pas trop trier, de ne pas trop le vôtre, donc je vais essayer quand même de tenir à peu près dans l'heure. J'ai fait ça sur transparent, mais en principe, je peux expliquer des choses au tableau assez facilement qui vont avec. Donc le format, c'est quand même prévu d'être un groupe de travail. Et n'hésitez pas à m'interrompre et à poser des questions, ce sera plus rigolo. Voilà, donc je vais donner d'abord quelques motivations toutes, très, très basiques, hein. Dans le calcul quantique, on essaye d'intriquer des systèmes quantiques, des qubits en général, et puis de faire des mesures sur ces qubits. Et l'objectif, c'est de les protéger de l'environnement. Enfin, un des objectifs, c'est de les protéger de l'environnement pour éviter tous les phénomènes qui empêcheraient de lire correctement les résultats de calcul. Et dans la chose que je connais pour ma part mieux, qui sont les systèmes quantiques ouverts, l'objectif c'est de comprendre ce qui se passe quand on a un système qui est intriqué avec un environnement et comment est-ce qu'on peut essayer de décrire le système seul, alors qu'a priori c'est pas gagné d'avance. Et pour faire un exposé qui... Oh, by the way, the transparencies are in English, but I decided, well, I prefer to speak French, but if there is someone who is unhappy with French, I can do it in English. So it's time to protest now or never. No protestation. French is fine for everyone. les gens qui sont en ligne sont tous francophones. Donc voilà, je pense qu'il y a beaucoup de choses sur les transparents, donc même avec un français modeste, on peut suivre à peu près ce qui se passe. Mais bon, s'il y a des problèmes avec le français, je passerai à l'anglais. J'avais pas fait attention, excusez-moi. Voilà, donc pour faire un séminaire qui soit vraiment marxiste comme à la belle époque, donc il y a une thèse qui est quantum computing, une antithèse qui est système quantique ouvert, et il y a une synthèse ensuite, qui est que les mesures, en fait, c'est une forme d'interaction avec l'environnement, et je vais vous montrer pourquoi et comment. Donc, je vais rappeler un certain nombre de faits sur les systèmes quantiques ouverts. Je vais aller relativement rapidement et l'objectif c'est de m'arrêter s'il y a des équations que j'écris et qui vous semblent être un peu familières, voire fausses, auquel cas, voilà. Donc, l'idée c'est qu'on est dans une situation où on a un système qui est la chose qui nous intéresse, mais il est en contact, où il fait partie d'un environnement. Et donc on a l'espace complet, on ne se pose pas de questions de statistiques, choses comme ça. Donc l'espace complet, c'est juste le produit tensoriel du produit de l'espace de Hilbert pour le système que j'appelle HS et du produit et de l'espace de Hilbert pour l'environnement. Et comme d'habitude, on décrit les choses avec une matrice densité. J'ai pas rappelé ce qu'est une matrice densité, mais bon, ça me semble être. Voilà, si vous avez un problème, n'hésitez pas, mais ça me semble faire partie du bagage. À partir de la matrice densité dans le grand système ρ, on peut calculer la matrice densité, ce qu'on appelle la matrice densité réduite pour le système, que j'appelle ρs, et qui est obtenue en prenant une trace partielle sur ρ. Et je voudrais simplement insister sur le fait que on peut évidemment, on prend une base orthonormée dans HS, dans HE, etc. Et on écrit très facilement les éléments de matrice de ρs, mais
simplement pour rappeler que de façon très simple, ρS est caractérisé simplement, on peut le recalculer entièrement, sans savoir ce que c'est vraiment une trace partielle, simplement en imposant que maintenant, quand on veut regarder les propriétés d'une observable qui touche uniquement au système, eh bien, ρS fait pour cet observable aussi bien que la matrice densité complète pour l'observable regardé comme l'observable du système fois rien du tout dans l'environnement. Donc la matrice densité réduite, elle contient toute l'information sur les observations du système. Un petit peu trivial, mais c'est vrai quand même. Et puis, on va supposer qu'on est dans le cadre classique où le système plus son environnement peuvent être vus comme un système isolé. Et à ce moment-là, on a une évolution unitaire. Et on passe de t à t plus delta t simplement en conjuguant avec la matrice d'évolution U. Alors, incidemment, une bonne partie du séminaire, je vais insister parce que c'est beaucoup plus facile d'écrire toutes les équations et de comprendre ce qui se passe. Je vais insister sur l'aspect temps discret. Donc, on va faire des sauts de temps discret. Puis après, je montrerai à la fin comment on prend la limite continue. Mais de toute façon, pour la physique, le temps discret, ça devrait suffire largement. Voilà. Et la chose sur laquelle je voudrais insister, c'est que la connaissance de l'évolution unitaire et puis de la matrice densité à l'instant initial, en général, c'est insuffisant pour retrouver la matrice densité du système à l'instant t1. Et la matrice densité du système à l'instant t1 n'est pas reliée au temps t0 par un opérateur unitaire. Et bon, enfin, rien ne marche. Hein, voilà. Donc, sous cette forme-là, si on ne connaît pas tout le système, c'est très compliqué de savoir tout le système, enfin, le système plus environnement, c'est très compliqué de décrire le système en principe. Alors, il y a une situation qui est favorable, c'est la suivante, c'est quand on imagine qu'à l'instant initial, le système et l'environnement n'ont pas été en interaction, et en particulier, on peut voir l'ensemble comme un produit tensoriel de la matrice densité, c'est le produit tensoriel de la matrice densité pour le système et pour l'environnement. À ce moment-là, si vous donnez U, eh bien, on peut trouver une famille d'opérateurs qui sont que j'appelle A indice A. Ce sont des opérateurs dans le système, et ces opérateurs, ils permettent de résumer dans le système l'action de la trace partielle, au sens où la matrice densité du système à l'instant T1 peut s'écrire comme une combinaison linéaire de AA ρS à l'instant T0 A DAG, avec la contrainte qui permet et qui assure qu'on préserve correctement la trace des matrices densité, qui est que la somme des A DAG A vaut l'identité dans l'espace du système. Alors la possibilité de faire ça, les A, ça s'appelle les opérateurs de Krauss. La possibilité de faire ça, je pourrais vous en donner des détails, mais c'est pas très difficile. Vous écrivez l'évolution complète, et puis vous prenez la trace partielle, et puis vous vous rendez compte que c'est du fait que ρ est factorisé à l'instant initial, ça se réécrit comme ça, en choisissant bien les AA. Voilà. Bien un indice. Ah oui, ils contiennent ρ. Ah, tout à fait, oui. Ah oui, tu as absolument raison. Une question. Oui. Et ROS T1 n'a rien à voir avec le ROS défini de façon que les traces sur le système pour n'importe quel opérateur soit. Si. Ça satisfait, avec cette définition, ça satisfait. Oui, simplement, pour dire les choses simplement, là je m'étais placé à un temps fixé, Oui. et mon ρS de T1, il fait le travail à l'instant T1 que faisait ρS de T0 à l'instant T0. Les observables, les valeurs moyennes des observables dépendent du temps, et c'est pris en compte par ça, oui, tout à fait. Donc ρS de T1, il est défini dans cette formule, mais c'est toujours la trace partielle de ρ de T1, et simplement il y a cette expression en termes de ces opérateurs de Krauss, de ces opérateurs AA.
Alors, néanmoins, ça marche qu'un seul coup, au sens où même si ρ à t0 est factorisé, eh bien, à t1, c'est plus vrai, et donc on ne peut pas recommencer la même opération. On ne peut pas se dire, bah, pour passer de t1 à t2, on va refaire le même coup, parce qu'on n'est plus dans une situation où on a, où on a factorisation des matrices densité. Alors, après, on peut argumenter dans certaines situations physiques, on peut argumenter que c'est de nouveau factorisé et itéré, j'en reparlerai un petit peu, mais en général, on ne peut pas le faire. Et ce qu'on obtient, ces opérateurs, là, je n'avais pas marqué explicitement la dépendance en temps, mais typiquement, les opérateurs, on obtient, si on est factorisé à t0, on obtient une famille d'opérateurs AA qui permettent de passer de t0 à t, mais ça marche que pour un T0 fixé, et en particulier, il n'y a pas de relation simple, comme on a avec les matrices unitaires, un U de T0 T1, U de T1 T2 égale U de T0 T2. Voilà. Et il y a une petite chose qui est agréable dans cette histoire, c'est qu'en fait, une fois qu'on a ce résultat, il y a en fait ces opérateurs A ne sont pas forcément définis de façon unique, et on peut montrer, a priori, si on fait le calcul naïf que je vous disais de prendre l'évolution, etc., on va trouver un nombre d'opérateurs A qui a à voir avec la dimension de l'espace de Hilbert de l'environnement. Donc si c'est 10 puissance 23, ça commence à faire beaucoup de A, mais en fait, on peut toujours se réduire à quelque chose qui est plutôt en termes de l'ordre de la dimension du système au carré. Donc, si le système est petit, on peut réorganiser les choses, simplifier, diagonaliser des trucs, etc. Utiliser de l'indépendance linéaire, voilà, on arrive à faire quelque chose qui a une taille un peu raisonnable. Et ça, c'est dû au fait que c'est l'interaction entre les deux qui. Comment tu arrives à ce que ça dépende que du système et pas de l'environnement, finalement, que des dimensions du système au carré. Parce que, comment dire, tu vois, enfin, bon. L'interaction entre les deux qui. Au bout d'un moment, alors, physiquement, physiquement, je ne sais pas bien répondre. Mathématiquement, c'est juste parce qu'il n'y a pas assez de place dans l'espace de Hilbert S pour qu'on puisse mettre de façon indépendante beaucoup de A. Mais c'est pas de l'indépendance linéaire. Et en particulier, c'est un résultat que je mentionnerai tout à l'heure, mais en fait, si maintenant, voilà. Non, c'est pas ça que je veux dire. Ok, je vais laisser passer pour l'instant. Voilà. Donc, ah, c'est- oui, ça c'est alors c'est vrai. Ce qui ne me saute pas aux yeux, Jérémy, mais peut-être que c'est évident, c'est que du fait, effectivement, c'est une transformation linéaire de la matrice densité à l'instant t0 à celle de l'instant t1. Donc typiquement, comment dire, en tant qu'opérateur linéaire, c'est une matrice dim de s au carré par dim de s au carré. Et après, qu'on arrive comme ça à la décomposer avec les A et qu'on puisse borner le nombre de A, ça me semble intuitivement clair, mais je vois pas, je vois pas si c'est un résultat mathématique trivial qu'on peut appliquer. Non, mais c'est peut-être le cas, je n'ai pas en tête. Voilà. Ouais, il y a une autre, ouais, il y a une autre méthode que j'ai vue à la seconde. Bon, alors là, on va y voir quelques formules qui sont un peu pénibles, mais qui sont un petit peu triviales. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire rentrer en jeu des mesures. C'est-à-dire que on imagine qu'on va faire une mesure sur sur l'environnement à l'instant T1. D'accord? Donc, euh, faire une mesure, c'est quoi? C'est on a une observable sur, quand je dis on fait une mesure sur HE, c'est que on a des projecteurs sur HE qui servent de projecteurs propres. Les valeurs propres ont pas d'intérêt hein, quand on fait une mesure en mécanique quantique. Nous, on est intéressé par le,
les valeurs propres qu'on observe pour la position pour être quoi que caisse. Mais la seule chose qui joue un rôle pour l'évolution du système au moment de la mesure, c'est juste les projecteurs qui sont impliqués. C'est pas la valeur voilà. Donc, je parle uniquement des projecteurs PI. Donc, l'observable, ce serait quelque chose comme somme des lambda I PI, où les lambda I sont les valeurs propres. Voilà. Après la mesure, en fait, on fait le truc standard, hein, qui est a priori, on a notre matrice densité à l'instant qui nous intéresse, et puis on va la sandwicher avec les projecteurs. Ça, c'est les projecteurs correspondant à l'espace entier, et puis on divise pour que la trace soit normalisée. Donc, c'est écrit de façon un peu pénible. Enfin, comment dire, il y a deux choses désagréables qui ont été mal faites d'une certaine façon dans cette formule. D'abord, j'ai écrit les choses en termes de l'opérateur d'évolution. Voilà, donc on pourrait lui donner un nom à ce truc-là. Et puis ici, ce serait normalement simplement les projecteurs sur l'espace total, et ils se décomposent, donc ça fait une formule un peu plus longue. Voilà. Et la chose qui est importante et que j'avais jamais réalisé avant de travailler avec des matrices densité et plus avec des fonctions propres, c'est que le dénominateur qui apparaît dans la matrice densité, c'est exactement la probabilité avec laquelle est obtenu le résultat. Donc, on va mesurer qu'on est dans l'espace I après la mesure, avec une probabilité qui est exactement donnée par le facteur de normalisation. Un peu trivial, mais c'est quand même voilà. Et puis maintenant, on peut prendre la trace partielle et on se retrouve avec ρ S à l'instant t1 qui vaut la valeur ça dépend du résultat qu'on a trouvé, mais qui vaut cet objet-là avec la probabilité pi. Et donc la chose que je viens de dire, qui est le fait que le dénominateur ici soit pareil que la probabilité, ça a cette conséquence triviale mais utile, qu'en fait, à l'issue, si je prends la moyenne juste au moment de la mesure de ρi ou juste après la mesure, eh bien, c'est l'opérateur juste avant la mesure. Hein, c'est un calcul trivial, c'est vraiment on remonte les probabilités, on utilise la cyclicité de la trace, et puis le fait que la somme des PI vaut l'identité, et puis on se retrouve avec ce résultat-là. Donc, la moyenne, après la mesure, c'est égal à l'opérateur juste avant la mesure. Voilà. Donc ça fait partie des choses de base, mais utiles pour toute l'étude des systèmes quantiques ouverts dans leur aspect markovien sur lequel je vais insister. Voilà. Alors, la chose à laquelle il faut faire attention, c'est que la petite dernière formule, là, ne devrait pas faire croire, mais bon, je pense que vous ne serez pas surpris. Si on fait une évolution sur 2 pas de temps, en général, en revanche, c'est pas vrai qu'on peut faire la moyenne comme ça. Quoi. Ça marche pas une fois qu'on a fait comment dire, quand bien même la mesure ne fait rien sur la valeur moyenne à l'instant où on l'a fait, quand il y a de l'évolution, par contre, le fait qu'on a fait une mesure avant de réévoluer, ça se sent et on n'a pas l'égalité entre ces deux choses. Ça, c'est quelque chose qu'on sait tous depuis longtemps. Voilà. Alors néanmoins, ça va amener à changer de paradigme et à s'intéresser à des situations dans lesquelles on fait de façon systématique la mesure. À la fin de chaque pas de temps, on fait une mesure. D'accord ? Et dans cette optique-là, on va supposer que l'environnement n'est plus un grand système, mais un petit système, qu'on va plutôt penser comme une particule, comme un petit système test, qu'on va utiliser pour tester le système qui nous intéresse. Et puis, ça a un avantage, par exemple, c'est qu'on va pouvoir faire une mesure complète sur H1. Vous voyez, s'il y a 10 puissance 23, enfin, le nombre d'Avogadro atomes dans l'environnement, c'est pas très facile de trouver une observable qui caractérise complètement le système. Ça peut faire une mesure qui fasse collapser complètement le paquet d'angles. Par contre, si ce que j'appelle l'environnement est tout petit, dimension 2, 4, on peut imaginer faire une mesure précise qui permet de distinguer tous les états dans l'environnement. On va penser HE comme un petit système, et puis on va utiliser une nouvelle copie de HE
pour chaque mesure, c'est-à-dire faire une succession de systèmes tests qu'on fait interagir avec notre système d'intérêt. Et d'une certaine façon, ce qui va constituer le grand environnement, c'est la succession de tous ces petits environnements qu'on fait passer les uns après les autres. Voilà. Et puis la remarque cruciale, c'est qu'en particulier, si on a fait une mesure complète, effectivement, c'est-à-dire que les pays sont des projecteurs unidimensionnels, et ben, de façon complètement triviale, euh, la, la, la matrice à l'instant i, excusez-moi, il n'y a pas de ici, il n'y a pas de s. La matrice ρ totale est factorisée et elle se factorise comme la matrice du système qui nous intéresse, tenseur PI. Là aussi, c'est un petit calcul très très simple. Voilà. Et puis donc, on utilise une nouvelle copie à chaque temps. Excusez-moi. Oui. C'est une bonne approximation. Enfin, en pratique, si on a un petit environnement, de supposer comme ça qu'à chaque fois l'environnement va être une nouvelle copie différente. Non, on le fait vraiment en utilisant. C'est pas juste une supposition. On va regarder des situations où on fait vraiment passer une nouvelle, une nouvelle particule test à chaque fois, indépendante des précédentes. Et petit à petit, ça va. Donc, autrement dit, on va commencer avec système tenseur, un petit espace de Hilbert pour faire passer la première, puis on va retensoriser par un petit espace de Hilbert pour faire passer la deuxième, puis petit à petit le système il va être tensorisé avec un espace de plus en plus gros, et c'est ça qui va faire un environnement. Mais je suis pas en train de dire que c'est équivalent, enfin, comment dire, à nouveau, avec cette version-là, les équations que j'ai trouvées qui transforment ρ avec les A, elles deviennent exactes et elles peuvent être itérées alors que c'est pas vrai en général. Donc, comment dire, c'est une classe particulière de système pour laquelle on procède comme ça expérimentalement. Et après, on peut discuter ou pas si c'est une bonne approximation aussi pour décrire d'autres systèmes qui relèvent pas exactement de cette procédure-là. Mais pour que ça marche vraiment, il faut vraiment faire les mesures à chaque fois et c'est pas équivalent à être en contact avec un gros environnement. Ça répond à la question? Ouais. Voilà. Voilà. Ouais. Non. Voilà, exactement. Ouais. Voilà. Alors, maintenant, je vais vous parler de la définition donc des trajectoires quantiques. Eh bien, c'est exactement ce que je disais là, mais que je répète. Euh, et c'est que la version moyennée de l'évolution à un pas de temps, elle s'écrit sous la forme qui est là, et on la voit comme la moyenne d'une description plus détaillée qui est les équations qui viennent dans le transparent précédent. Et simplement, du fait qu'on fait cette mesure, c'est vrai qu'on va pouvoir itérer à la fois le fait de faire cette transformation et en fait, ça reviendra à pouvoir aussi itérer cette équation-là. Ce sera une description correcte du système en moyenne que d'itérer cette équation-là. Et c'est ça qu'on appelle une trajectoire quantique, c'est le fait de passer en fait de cette description ici en moyenne à une description où on suit le, le, les résultats de chaque mesure en fait. Et bon, donc de façon triviale, hein, il n'y a rien qui empêche de prendre des pas de temps différents, de prendre des opérateurs d'évolution qui dépendent du temps, et puis on pourrait même s'amuser à changer d'espace on pourrait s'amuser à faire passer une fois une des particules test, une des sondes, ça pourrait être un certain truc, puis la suivante un autre, etc. Il n'y a rien qui empêche, et ça reviendrait juste à changer. On n'itérerait pas avec quelque chose qui est homogène en temps, mais quelque chose qui est inhomogène en temps. Les A dépendraient de l'instant où on fait les opérations. Et voilà. Ce serait pas une complication de principe, ce serait juste un peu plus pénible à calculer. Ouais.
tout à fait. Alors, tu vois, je faisais des mesures, mais j'ai montré que maintenant, si je faisais la mesure et que je moyennais sur le résultat de la mesure, je retrouvais le résultat comme si j'avais rien fait, comme si j'avais pas mesuré. D'accord? C'est la petite formule qui est là. Tu vois, si on prend ρS à l'instant T1 et qu'on le moyenne sur les possibilités de sortie, ben, il va falloir sommer les ρS I fois pi, et puis les numérateurs, les dénominateurs s'en vont, puis tout se réarrange. Et donc, si ce ρS, juste à l'avant la mesure, il s'écrit avec les opérateurs de Krauss, eh ben, effectivement, en moyennant sur le truc après la mesure, je trouve bien le ρS que je veux, qui se réexprime en termes d'opérateurs de Krauss. Et Michel, tu le moyens sur les résultats possibles de toutes les mesures. De la mesure, oui. Toutes les mesures possibles. Ouais. Et effectivement, si je fais Faire deux, si je une fais mesure expérimentalement, tu vas en avoir qu'un sur tous ces résultats possibles. ça, c'est vrai, oui. Je sais pas, ta trajectoire, tu vas la mesurer, en fait. Alors, tu vas mesurer une seule trajectoire, oui. Mais après, tu peux recommencer ton expérience 50 fois et moyenner sur les trajectoires que tu as trouvées. On va venir à ça après. Jérémy, j'ai répondu à ta question? Laquelle? Bah, c'est celle-là, là. Ça, voilà. Disons, si ça c'est faux, il y a beaucoup de choses qui s'effondrent. Donc, si tu trouves une qui aller rapidement, mais Oui, sinon, c'est pas trivial. Enfin, exactement. C'est une mesure sans le résultat. Voilà, c'est une mesure dont le résultat tout de suite, ouais. C'est c'est- c'est- c'est pour ça que j'insistais sur le fait que tu, comment dire, as vraiment fait quelque chose en mesurant, et donc c'est pas vrai que tu as ça. Il faut, c'est lié, enfin, je pense que c'est lié à ça. Et toujours à propos de cette égalité entre la valeur moyenne après sur toutes les mesures, les Ouais. résultats de mesure possibles, si on faisait la mesure sur le système et pas sur l'extérieur, il y aurait quelque chose de similaire ou ça marche pareil? Non, ça, je pense que ça marche pas pareil parce que c'est grâce au miracle de la commutation. C'est le fait que on prend juste la trace partielle. Il me semble que ça marche pas pareil. Je crois que je m'en étais persuadé en préparant le séminaire, mais attends, là, tu mesures à la fois sur le système et non, sur tu mesures uniquement sur l'environnement. Donc, on prend un système et un environnement qui sont décorrélés, on les laisse interagir entre eux et ils se mettent à s'intriquer. Et donc, une fois qu'ils sont intriqués, quand on mesure une observable sur l'environnement, ça a un effet sur le système. D'accord? Et c'est la formule, on va le voir vraiment dans un, pas comment dire. Tout ça, c'est des abstractions de théoriciens. Vous allez voir, ça marche même dans un labo normalement. Euh, il y a encore une question. Non, c'est bon? Voilà. Donc, on va essayer d'illustrer ça avec de la à basse énergie. Oui, oui. Ah bah, on trouve le truc de l'environnement, oui. Mais par contre, on trouvera pas le système. Voilà. Donc, non, mais tout à fait. Mais il y a une symétrie entre les deux, oui, tout à fait. Simplement, on a décidé que ce qui nous intéressait, c'était le système et pas l'environnement. Mais c'est un choix arbitraire. Enfin, en jetant le résultat de la mesure, oui. si ton système et l'environnement sont pas. Alors, si ces variables ne sont pas intriquées, tu changes rien sur la partie système, tu fais rien. Si tu regardes, Ah, d'accord. tu vois, alors allons-y. Mais tu connais rien sur ton système, du coup. Si U c'était l'identité,
Tu n'apprends rien sur ton système. Alors que là, on apprend des choses sur le système dans les mesures une fois qu'on a Ce qui apprend intriqué. le plus sur le système, ça dépend du degré d'intrication des deux. Ouais, voilà. Ouais. Entre guillemets, plus c'est intriqué, plus tu apprends des choses. Ouais. Ou plus vite tu apprends les choses. C'est-à-dire, moins il te faut de faire passer de particules test pour avoir appris quelque chose. Alors c'est super qu'il y ait des questions, mais là-bas après je m'arrêterai quand vous voudrez. C'est pas- voilà. Euh, donc, pour voir ça dans le cadre expérimental, donc ça c'est une image d'une cavité électromagnétique construite pour le LKB. C'est une cavité avec une grande, comment on appelle ça? C'est pas finesse, c'est typiquement les photons ils vivent dedans de l'ordre d'un dixième de seconde ou quelque chose comme ça. Donc c'est énorme, hein, genre ça, pendant un dixième de seconde, le photon il a le temps de faire beaucoup. La cavité elle fait la taille de la petite boîte qui est là typiquement, hein. Donc les photons ils sont en train de faire pas mal d'allers-retours sans être. C'est quand même une finesse qui a une cavité. Ouais. Ah, merci. Voilà, donc c'était le bon nom. J'ai eu un doute à un moment. Merci. Voilà. Donc le dispositif expérimental, c'est vraiment la réalisation de ce que j'essayais de vous expliquer tout à l'heure. Donc comment ça marche? Eh ben, ici sur la gauche, on prépare des atomes de Rydberg. Donc je vous rappelle, un atome de Rydberg, c'est un atome qui est dans un état très très excité, avec des trajectoires qui sont grandes, et on regarde deux niveaux du système que les gens appellent d'habitude E et G, et donc typiquement c'est le niveau N et le niveau N plus 1 d'un atome très très excité, et c'est ça qui sert comme espace de Hilbert de l'environnement entre guillemets, donc de la particule test, et puis on l'envoie à travers la cavité, et il se trouve que pour des raisons de physique pas très compliquées, l'atome de Rydberg, il est sensible à la présence ou non de photons dans la cavité et il interagit avec le champ électromagnétique de la cavité. Donc les deux systèmes s'intriquent. Et puis l'atome de Rydberg, donc il a traversé, il s'est intriqué, il sort et quand il sort, paf, on lui fait une mesure. Et voilà. Et puis ensuite, on a fait ça, on regarde le résultat de la mesure. Et puis on envoie un deuxième atome de Rydberg, puis un troisième, puis un quatrième, puis un cinquième. Et comme ça, on dessine une trajectoire quantique. Alors, en fait, on peut faire exactement la même chose ou presque avec autre chose qu'une cavité, avec un circuit. Et ça, c'est la grande spécialité en particulier de nos voisins du SPEC. Et eux, donc, ce qu'ils utilisent à la place de la cavité, alors, j'avoue, je trouve pour ma part, hein, le dispositif expérimental avec la cavité, il est tellement simple à visualiser que voilà, moi, je le maîtrise bien. Et j'ai un tout petit peu plus de mal avec la façon dont les choses fonctionnent dans les expériences du SPEC, mais néanmoins c'est vraiment des analogues très très proches. Je vais essayer de montrer un tout petit peu pourquoi dans une seconde. Donc, on a une cavité qui est jouée par un guide d'onde, dont le rôle est joué par un guide d'onde micro-ondes. Et puis, les deux niveaux de N et N plus 1 de l'atome de Rydberg, ils sont joués, par exemple, une des choses avec lesquelles nos voisins ont beaucoup travaillé, c'est le groupe de Fontronic, hein, pour l'appeler par son nom, c'est de regarder N et N plus 1, c'est simplement qu'il y a N ou N plus 1 paire de Cooper dans une boîte à paire de Cooper. Et il y a une petite subtilité entre ce qu'on appelle l'atome et ce qu'on appelle la cavité dans ce système-là, mais en fait, elle joue dans le bon sens. Je vous en dirai peut-être un mot tout à l'heure. Donc, qu'est-ce qui se passe pour l'évolution temporelle pour l'électrodynamique en cavité? Eh bien, le Hamiltonien effectif, il est extrêmement simple. On a le mode électromagnétique qui est décrit par un oméga, c'est sa pulsation. J'ai pas mis les h bar, hein. Et puis il y a un nombre de photons B croix B. Et puis comme la probe c'est un système à deux états, on peut voir ça comme un fermion ou comme un spin. Enfin, il y a plein de descriptions équivalentes. Et disons qu'on va le décrire comme un fermion, mais ça n'a pas une grande importance. Donc, en fait, l'interaction de l'atome avec la cavité, c'est simplement entre
le nombre de fermions et le nombre de bosons avec un coefficient qui dépend du temps. Il vaut 0 quand l'atome de Rydberg est hors de la cavité, il vaut de nouveau 0 quand il en sort. Donc, vous voyez ça. C'est vraiment exact, c'est vraiment l'image que on a un système, on le fait interagir avec une particule test que j'appelle un environnement, et puis on les sépare, on fait une mesure, et puis voilà, on continue. Et puis en fait, ce qu'on mesure dans ce cadre-là, ce serait F plus F DAG, c'est sigma X, et sigma X, c'est celui qui permet, il se trouve qu'une fois qu'on fait les calculs comme il faut, sigma X, c'est celui qui permet de faire les états propres de l'atome de Rydberg. De regarder, donc il va dire si l'atome de Rydberg qu'on mesure, il est dans l'état E ou dans l'état G. Voilà. Et maintenant, la version équivalente pour la cavité, l'électrodynamique en circuit, c'est de regarder ce qu'on appelle le Hamiltonien de Jaynes-Cummings. Et à ce moment-là, c'est un tout petit peu plus compliqué. On a toujours un boson, on a toujours un fermion, éventuellement avec son énergie aussi. Et puis, le couplage, lui, c'est quelque chose qui conserve le nombre de bosons plus le nombre de fermions et qui est de cette forme-là. Il y a un petit truc. Et en fait, il se trouve que si on se place dans une situation où cette constante de couplage ici est très très petite devant mu moins oméga, eh bien, on a une bonne approximation du H circuit comme étant le H cavité plus un petit morceau. Alors j'ai un petit, voilà, plus un morceau fermionique, plus etc. Et la petite subtilité, vous voyez, pour faire cette transformation-là, on a un peu triché parce qu'on a dit que l'opérateur de B croix B, c'était les opérateurs précédents. En fait, ça marche pas tout à fait. Il manque un état quelque part. Sur l'ensemble de tous les états possibles, il en manque un sur une infinité. Et bon, voilà, on a un tout petit peu triché, mais en fait, il se trouve que cette petite tricherie, en fait, elle fait que la subtilité, elle joue dans le bon, la subtilité que je mentionnais dans le couplage entre la cavité, entre le guide d'onde et la boîte de paire la Cooper pair box, en fait, ça joue dans le bon sens. Voilà. Donc voilà, donc c'est vraiment, on regarde vraiment la même physique, que ce soit en cavité ou en circuit. Alors, on va essayer de modéliser. Ouais. Bah, tu vois, c'est celui que tu vois. C'est vrai qu'il est. Euh, c'est celui que tu vois là, en fait. J'ai mis exactement égal. Peut-être que ça aurait été plus honnête de dire qu'il y avait un Hamiltonien de ce type-là, mais qu'on est dans les circonstances qui permettent de faire l'approximation. Peut-être que j'aurais mieux fait de le dire comme ça. Ça te va mieux? Mais parce que c'est celui que je comprends le mieux, mais alors, pour être honnête, donc je suis jamais allé regarder exactement comment on détermine le Hamiltonien pour la cavité, et si vraiment c'est la physique fondamentale qui dit que le Hamiltonien c'est enfin, de la physique assez fondamentale, ou si la physique fondamentale, comme le dis, et je pense que tu as raison, dit plutôt qu'on a un truc de ce genre-là, et que c'est via une approximation qu'on arrive à ça. Je sais pas répondre. Mais il y a une chose avec laquelle je suis d'accord avec toi, c'est que ce à quoi on s'attendrait, c'est plutôt un terme comme ça. Ouais, je suis... Dans l'hamiltonien du circuit, tu as des trucs qui sont fermioniques de nature, des termes d'interaction, parce que tu as besoin de fermion. Non, mais tu vois, c'est vraiment. C'est pas des fermions qui anticommutent. Bah, si tu veux, mais c'est un système à deux états. Donc toi, tu peux, si je voulais, je pourrais remplacer F plus F3 par sigma X et F moins F3 par sigma Y, et puis j'obtiendrais, enfin I sigma Y, que sais-je, et je prends quelque chose où j'ai couplé vraiment à un dipôle.
Tu vois, ça- Mais excuse-moi, j'ai raté comment tu fais de passer un truc quadratique à un truc quartique. ben faut faire le travail. Alors, Enfin, tu développes ben, alors, au deuxième ordre. Enfin, je sais pas. il y a une, fa- il y a- on peut dire ça en disant que c'est la théorie des perturbations du second ordre, mais Oui. j'aime pas trop. James Cummings, vous voyez, ça, alors juste pour dire un mot, James Cummings, il commute avec B tilde croix B tilde plus F tilde croix F tilde. Donc en fait, pour le diagonaliser, il couple que deux états. Il couple l'état avec n photons et 1 fermion, et l'état avec n plus 1 photon et 0 fermion. Donc ça, c'est une matrice 2 par 2, je sais la diagonaliser. Je regarde le spectre, et je vois que le spectre, c'est le même dans une certaine, je vois que le spectre, c'est le même dans une certaine limite que celui qui est là. Bon, ça répond à la question? Ok. Alors, on va modéliser les choses. Donc, on a notre Hamiltonien effectif. Alors là, j'ai fait le soin à Jérémy, tu vois, de l'appeler effectif. Donc, je ne vais pas vous prendre d'Hamiltonien fondamental. Et il commute avec B croix B. Et donc, on va prendre la particule test, l'atome de Rydberg et la cavité dans un état initial qui est pur. On va même pas se préoccuper de prendre une matrice densité dans ce cas-là. On n'a pas besoin. Et puis, on va regarder ce qui se passe une fois que la probe a traversé la cavité. Ben, le nouvel état, c'est un calcul vraiment élémentaire, hein. Le nouvel état, il s'écrit, ben, les photons, quand il y a n photons, on a pris un facteur de puissance moins i oméga n fois delta t. Et puis, du côté de la particule test, eh bien, du fait de ce terme d'interaction, eh bien, si on avait D0 plus D1 qui contenait un fermion, il a aussi été un petit peu déphasé. D'accord? Et puis maintenant, ben, on va regarder la mesure. Et ce qu'on mesure, donc, c'est on mesure si l'atome il est dans l'état E ou G. Donc on mesure sigma x en fait. L'interaction était plutôt du genre sigma z et on mesure sigma x. Et le résultat, c'est que après la mesure, la, le- la cavité et l'atome de Rydberg sont à nouveau découplés et qu'en fait, dans la cavité, eh bien, on a une fonction d'onde qui est écrite comme ça. C'est vraiment, j'ai pas fait grand-chose, hein. J'ai pris la formule qui était là et j'ai juste regardé ce qui se passait au niveau de la cavité. On a une fonction d'onde qui s'écrit comme ça et avec la probabilité qui est sous cette formule. Donc, effectivement, du fait qu'on a mesuré un opérateur qui, lui, ne commutait pas avec l'évolution temporelle, eh bien, comme il y avait de l'intrication qui avait été créée, on a vraiment changé l'état de la cavité. Et puis donc, maintenant, on peut envoyer une fois qu'on a fait ça, on peut envoyer une nouvelle particule test. Et, euh, et on remarque maintenant que si on démarre avec la cavité avec un nombre bien défini de photons, eh bien en fait, en gros, à part une phase, on n'a rien fait, on reste avec ce nombre bien défini de photons. Donc, quand le nombre de photons est bien défini, la manœuvre ne fait rien, et puis elle fait quelque chose quand le nombre de photons n'est pas bien défini. Voilà, c'est plus ou moins, c'est la valeur de sigma x, oui, tout à fait. Ouais. Alors c'est des probabilités, et évidemment, cette chose-là devrait être un pi. Comme toujours, on est avec la fonction, donc on voit la probabilité au dénominateur. Ce qui fait quand on prendra le carré de la fonction non, on aura bien la racine de la probabilité au dénominateur, et quand on fera la moyenne, les dénominateurs vont se simplifier avec les probabilités. Et puis donc, après, on peut envoyer une nouvelle particule, donc c'est un pi, excusez-moi, on peut envoyer une nouvelle particule, etc., on parlait de particule test. Et donc, à nouveau, si on passe si on passe maintenant, au lieu de regarder les coefficients, vraiment, on regarde juste les modules carrés à la fonction d'onde, donc le carré de la fonction d'onde, les Qn, eh bien, qui est la probabilité que la cavité contienne n photons, et puis qu'on définit des objets que j'appelle Pn plus ou moins avec la formule
qui est là. Mais d'abord, on vérifie que la somme de Pn plus et de Pn moins vaut 1. Ouf. Et puis, l'évolution à un pas de temps, c'est simplement que Qn de t plus delta t, c'est Qn de t fois Pn plus ou moins, divisé par la normalisation avec la probabilité qui est le dénominateur plus ou moins. Et en fait, ça c'est vraiment l'actualisation au sens de Bayes. C'est-à-dire on a une probabilité a priori qui est Qn à l'instant t, et puis on fait une mesure, on a gagné de l'information, et notre nouvelle évaluation pour la probabilité, après cet instant-là, elle est donnée par cette formule. C'est vraiment la loi de Bayes. Incidemment, comment dire, il y a tout un tas de manips auxquels on pense les théoriciens pour les systèmes quantiques ouverts, qui en gros n'ont de sens expérimental que si on est capable de préparer le nombre d'Avogadro systèmes indépendants, pas des atomes, un système indépendant sur lequel on va pour avoir 10 puissance 23 indépendant, et on va faire des mesures dessus. Et donc, on voit bien que c'est, disons, pour l'interprétation standard statistique de la mécanique quantique, c'est des élucubrations de théoriciens, dont je fais partie, hein, je revendique, mais qui sont pas du tout clairs expérimentalement. Et une façon de s'en sortir, c'est avoir une vision de la matrice densité, non pas comme un objet statistique, comme le font les gens des stats normales, pas des stats les plus répandus, mais avoir une vision bayésienne, justement, qui est de dire en fait que la matrice densité, c'est juste notre ignorance sur le système, et on la met à jour, au sens quantique, et on la met à jour, et à ce moment-là, bon, on a droit à tout, quoi. Une seule, comment dire, c'est vraiment juste une mesure de notre ignorance, et pas autre chose. Et donc, on n'a pas besoin de l'interprétation statistique pour tirer de l'information des expériences. Voilà. Alors, maintenant, une fois qu'on a cette relation de récurrence, et en plus, bon, on n'a pas besoin forcément de beaucoup se fatiguer parce que c'est traité dans tous les livres de statistiques bayésiennes, mais bon, on peut le refaire à la main quand on est maladroit, comme on l'était à l'époque où j'ai commencé à m'intéresser à ces systèmes-là. En fait, ce qu'on démontre, c'est la chose suivante. Il faut supposer que les particules test permettent de différencier les états de photons de la cavité. Et ce que ça veut dire, c'est on demande simplement que les mesures de probabilité Pn, de tout à l'heure, soient différentes pour les différents n. Et ce à quoi ça revient, c'est à supposer que on est ni avec des zéros purement, ni avec des 1 purement, et puis que ce déphasage, là, c'est pas un multiple rationnel de 2π, si c'est un multiple rationnel de 2π, ça veut dire que Pn et Pn plus le dénominateur fois Pn plus le dénominateur, typiquement de ce multiple rationnel de 2π, sont les mêmes mesures de probabilité. Donc, on va avoir beau faire tout ce qu'on veut, on verra jamais la différence entre deux états séparés par ce dénominateur. Donc, sous cette hypothèse de non-dégénérescence, qui donc dit que la probe permet de distinguer les différents états de la cavité, eh bien, au bout d'un temps long, après beaucoup de mesures, le résultat, c'est exactement qu'on a fait une mesure de von Neumann sur la cavité, c'est-à-dire que dans la cavité, il y a un nombre fixé de photons à la fin, et que la probabilité de tomber sur un nombre fixe de photons, c'est exactement donné par la loi, c'est la loi de Born, enfin c'est donné par la fonction d'onde à l'instant initial. Donc après le passage de toutes les probes, on a un certain état de nombre de photons bien défini, et la probabilité que ce nombre ce soit m, c'est exactement donné par la probabilité à l'instant initial. Et puis il y a aussi une jolie petite chose qui est qu'en fait, quand on regarde un état qui n'est pas celui vers lequel on converge, eh bien la façon dont la probabilité tend vers 0, c'est donné par quelque chose qui décroît exponentiellement avec un facteur qui est juste l'entropie relative entre le PM de l'endroit vers lequel on arrive et le PN de l'état qu'on est en train de regarder. Et tout ça, donc, c'est relié à des théorèmes importants de proba, et en particulier des histoires de martingale qui s'appuient exclusivement sur cette propriété que
effectivement, en moyennant sur une mesure, on trouve le résultat à l'instant précédent. Michel, je Ouais. suis un peu confuse. La mesure, c'est la mesure des deux états de l'atome de Rydberg. Voilà, C'est le F, la voilà, représentation des deux états Ouais. de ferment. ouais. Et, et là, tu nous parlais du nombre de photons dans la cavité. Ouais. Donc tu mesures le nombre de fermions, tu mesures sur la probe. Chaque fois que tu fais une mesure, ça change un peu l'état dans la cavité. Et en fait, le résultat, c'est qu'au bout d'un très long temps, la cavité s'est purifiée. Il y a un certain nombre de photons dedans. Excuse-moi. Oui. Juste pour comprendre, les hypothèses là, rappelle-moi, les D0, D1, c'était dans la fonction d'onde C'était dans la initiale. fonction d'onde c'était la fonction d'onde des probes. Tu vois, on veut qu'il y ait vraiment un mélange des deux Oui, états. là c'est juste pour dire qu'il y a un mélange. On veut vraiment Ok. que les deux états soient mélangés et on veut ici que la phase ici joue un rôle non trivial dans l'histoire. Voilà. Et C'est ça, le tu le choisis en choisissant ton Hamiltonien, enfin je veux dire en En choisissant l'interaction. en changeant un tout petit peu la vitesse par exemple, une façon de faire, c'est si par hasard, tu es tombé pile sur un multiple de ce que tu veux pas, tu changes un tout petit peu la vitesse à laquelle tu fais passer tes probes dans la cavité. Mais après, comment dire, expérimentalement, de toute façon, les probes, elles sont jamais une vitesse parfaitement définie. Elles ont tu vois, il y a toujours des petites incertitudes. Et donc le résultat, c'est que c'est toujours non dégénéré en pratique. Mais bon, quand on fait un... Mais il n'y a pas besoin il y a pas besoin de... Et les peines, comment tu les contrôles? Enfin, l'autre, là, P plus, peine plus, enfin, dans Alors, les hypothèses alors de la convergence. tu vois, c'est vraiment juste... la deuxième condition, c'est vraiment que ce gamma soit pas un multiple rationnel de 2p. C'est tout. Et oui, ça suffit. Ça veut dire, ça va te dire que tous tes Pn sont différents les uns des autres. Toutes tes mesures de probabilité Pn sont différentes les unes des autres. Donc, ouais, c'est quelque chose sur lequel, ouais, c'est un de nos résultats avec Denis, etc. Et alors, pour faire un peu de pub, pour nous faire un petit peu de pub, donc en particulier, les gens du LKB avaient fait leur manip et sorti leur papier, et eux, ils n'avaient pas d'argument qui leur disait qu'à la fin, le résultat, c'était bien le même qu'une mesure de von Neumann. Donc en particulier, que la probabilité de tomber dans un certain état, c'était donné par la valeur de la fonction d'onde à l'instant initial. Ça, ils ne le savaient pas. Ça, c'est un tout petit plus de, de la, de la mathématique. Oui. Ça marche pareil. Il suffit qu'ils soient tous 17, ça suffit à faire marcher. Oui, tout à fait. C'est complètement générique. On peut traiter le fait qu'il y ait plus que deux, que la probe ait plus que deux états. Ça marche exactement pareil, hein. Tu vois, si tu prends une probe avec plus que deux états, tu définis des mesures de probabilité sur l'espace des probes et la règle d'update, enfin, tu as une règle d'update du même type. Alors, en revanche, il faut bien voir qu'en général, quand tu couples un système quantique avec des probes, tu peux pas forcément travailler uniquement avec la fonction d'onde. Des fois, tu es obligé quand même de regarder toute la matrice densité. Mais ça, c'est un cas particulier où toute l'information elle est contenue en fait dans l'aspect fonction, dans les éléments diagonaux de la matrice densité. En fait, tu te retrouves, en fait, ce que tu fais, ce que tu fais, alors c'est pas tout à fait équivalent à une mesure de von Neumann dégénérée, mais tu projettes bien sur le sous-espace
Ça fait un truc un peu plus détaillé qu'une mesure de von Neumann non dégénérée, mais à la fin, tu es incapable, si tu as deux PN qui sont égaux, tu es incapable de les distinguer avec la mesure, et l'état que tu trouves à la fin, c'est le projecteur. C'est un état qui vit quelque part, qui se promène encore dans le sous-espace qui est l'image du projecteur correspondant à la somme de ces deux états, ou à la somme de ces quatre états. Ah si, si, si. Ah si, si, on regarde des mesures. Si, si. Là, on regarde le reste. Si, si, puisque bah, tu vois, tu vois, la trajectoire, c'est bien, pour regarder la trajectoire, il faut bien lire le résultat de la mesure, pour savoir si j'ai trouvé plus ou moins. C'est ça qui me dit comment j'ai bougé Q. L'évolution. Non, tu le fais sur une seule trajectoire. Et c'est ça qui fait que ça converge. Sinon comme on le faisait remarquer ici, tu vois, ici, si tu moyennais, en fait, en moyenne, il se passe rien. Là, même, tout à l'heure, j'avais montré qu'en moyennant à l'instant, avec t, ici, avec t, ici, je trouvais t moins, mais là, c'est même pire que ça. Il se passe absolument rien quand on moyenne dans cette manip-là. C'est pour ça que ça s'appelle une mesure sans démolition, en fait. Ouais, c'est moyenné sur le résultat des mesures et ça dit que c'est une martingale en fait, hein. Ça dit que, si tu moyennes à l'instant t plus d'état t, tu retrouves Q à l'instant t. Ce que tu n'auras pas de peine à faire avec la formule explicite, hein. Si tu moyennes, ce que tu vas voir, tu vas multiplier le membre de gauche par le membre de droite et sommer sur plus et moins, et tu vas trouver Qn de t fois Pn plus Pn moins. Donc en fait, ces mesures sans démolition, c'est un truc où il se passe vraiment rien si on regarde en moyenne. Oui. Si je n'ai pas épuisé mon quota de questions. Je voulais demander D0 et D1. Enfin, ils sont différents pour chaque atome de Rydberg que tu envoies ou ils arrivent à les cloner? Sans doute un petit peu différent, mais Ouais. on sait, toi, typiquement, on pourrait par exemple avoir fait une mesure dessus pour dire, on pourrait décider qu'ils sont dans l'état E, par exemple, hein, ils sont dans un des deux états de l'atome de Rydberg quand tu les envoies. Ça marcherait. Ok. Et ça veut dire que D0 serait, avec la base qu'on a pris, ça veut dire que D0 serait plus ou moins égal à D1 ou quelque chose comme ça, voilà. Donc toi, tu peux même faire une mesure déjà sur tes atomes pour t'assurer qu'ils sont bien dans l'état que tu veux quand tu les envoies, puis tu les envoies à travers la cavité, puis tu les remesures derrière. Donc à ce moment-là, ils seront tous dans le même état, et c'est ce qui est fait plus ou moins. Ah, ok. Non, ouais, je n'ai aucune idée. Et l'autre chose, c'est tu contrôles tu as une limite, tu contrôles l'erreur euh, avec lesquelles tu t'approches à la fonction delta. Ben oui, tu vois, c'est ce qui est expliqué dans La différence, c'est ça la. si tu donc tu vas te retrouver dans un état bien défini de nombre de photons, disons m, et pour les n différents de m, l'approche elle est exponentielle avec l'entropie relative entre les deux. Oui, non, mais je veux dire, mais justement, celui qui est diagonal, là, il aura en correction E à Ben, la tu vois, moins, E à la moins SRL, enfin quelque chose comme ça. non, ben, il va avoir, typiquement, il va valoir 1 moins la somme des autres corrections, parce que la somme de tous vaut 1. Donc, Ah, tu vois, ouais, comme, ok. voilà. Donc, ok. Non, mais J'ai ouais. aussi une question. Vas-y. Je te parlais des mesures de von Neumann pour les ignorants comme moi, qu'est-ce que c'est? Pardon? Mesure de von Neumann. Ah, la mesure de von Neumann, c'est juste une mesure où de façon instantanée, entre guillemets, tu projettes sur un. Tu vois, c'est ce qu'on apprend dans les cours de mécanique quantique à l'école. C'est Une projection. vraiment, oui, Oui, on projette les voilà, oui, voilà. systèmes dans un état. Ouais. Et en fait, là aussi, quand on discute avec nos camarades, nos voisins, on se rend compte que eux, ils font quasiment que des mesures indirectes. Les mesures directes, ils en font très, très, ils en font très, très peu. En fait, ils projettent pas. Si, alors, quand je dis, enfin, pardon, ils font très, très peu de mesures directes ils font des mesures directes sur certaines choses, mais en fait, ce qui les intéresse, c'est l'effet que ça a indirectement sur le système qui les intéresse. Ils font très peu de mesures directes sur le système qui les intéresse. Ils font des mesures directes tout le temps. Alors, bah, ça fait 1 heure que je parle. Si vous me laissez encore 5 minutes, j'irai pas jusqu'au bout, hein, vous voyez, je suis à la moitié, mais je m'arrêterai et puis
Éventuellement, je reparlerai une autre fois quand il y aura un trou ou je sais pas. Écoutez, on verra bien, mais moi je veux pas. Non, non, à chaque fois je lis. Et c'est parce que je lis que ça converge. Si je jetais à la poubelle, je te dis, je verrais rien. Si, mais justement, c'est la suite des mesures qui va me dire vers quoi je vais arriver. Et Michel, si tu... Si, mais pour une fraction QM0 des trajectoires, je vais arriver à QM et voilà, et puis c'est tout. Alors, effectivement, ça c'est un système qui est un petit peu bizarre, c'est-à-dire que enfin, sur le plan du point de vue des probas, c'est un système qui est assez enfin, c'est assez fascinant parce que ou de la physique, parce que d'habitude comment dire, cette expérience-là, elle ne fait aucune différence entre les deux procédures suivantes, entre les deux façons suivantes de faire les choses. On croit à la mécanique quantique et on démarre avec quelque chose qui est vraiment une fonction d'onde, et puis on fait la manip et puis elle se met à collapser. Et la deuxième chose, c'est en fait, on démarre le système en disant, bah voilà, j'ai plein de cavités équivalentes et j'en ai une fraction QM0 qui a M machin, une fraction QM1 qui a etc. Et je choisis au hasard avec cette probabilité-là la matrice, le nombre de photons que je prends, puis ensuite je fais mes mesures. Donc on peut, comment dire, il n'y a pas d'interférence, et donc on pourrait décider du nombre de photons dans la cavité avant de faire les mesures, ça changerait rien. C'est un peu perturbant, hein, je suis d'accord, Jérémy, mais euh, oui, clairement, le nombre de photons qui restent à la fin, il dépend de la trajectoire. Oui, clairement, on peut lire le photon qui est à la fin rien qu'en regardant la trajectoire. Et, euh, et néanmoins, c'est bien quand même QM de 0 qui décide vers quoi, enfin, avec quelle probabilité on converge vers quel résultat. Et l'intervalle de temps entre les mesures, ça joue pas du tout. Tu pourrais faire une mesure tous les 1000 ans. Alors, on pourrait faire une mesure tous les 1000 ans, et alors même, on est dans une situation qui est rigolote, c'est qu'on pourrait décider de stocker, je stocke les 100 premières probes dans un coin, et puis je fais une mesure sur les 100 suivantes, puis ensuite seulement je fais ma mesure sur les 100 premières, il y a de l'intrication et tout, je fais une mesure sur les 100 premières, et ben en fait, ça change absolument rien non plus à la chose. Il se trouve que les résultats des mesures, ils sont ce qu'on appelle échangeables en termes de probabilité. C'est-à-dire que l'ordre dans lequel, une fois voilà, donc une autre façon de faire les choses, c'est voilà, on fait passer 1000 particules, et puis ensuite on choisit une permutation aléatoire pour décider quelle probe on va mesurer, et ça change rien. Et toute une trajectoire et un permuté de cette trajectoire n'ont pas les mêmes probabilités. Alors si, Et justement. pourtant, quand on est près du collapse, on peut continuer à mesurer, on aura toujours un résultat compatible avec le fait que le nombre de photons est bien déterminé. Donc, Si c'est qu'on a encore une petite, si c'est qu'on a encore une petite probabilité que ce soit pas vraiment cet état-là vers lequel on collapse et on repart, non, juste pour la bonne façon de se persuader de ça, c'est d'itérer ce truc-là une ou deux, vraiment à la main une ou deux fois et de se rendre compte que ça change rien l'ordre dans lequel on a fait les mesures. mais l'ordre dans lequel on fait
Donc les probes sont passées, Ouais. ensuite tu peux les mesurer, Ouais. la 1 et la 5 Ouais. dans l'autre. Et la probabilité d'une suite est indépendante du résultat, voilà, de l'ordre. Ouais. Et ça, c'est un petit calcul. Voilà. Mais ça, c'est dû à quelle hypothèse que tu as fait sur le système? J'imagine que pour des systèmes où il y a, je sais pas, de la dissipation avec l'environnement. Ah, tout à fait. Oui, c'est vraiment très très particulier à ce système-là, qui est un système de mesure quantique de démolition. Tout à fait. C'est le fait que ça soit sans démolition. Ouais. C'est une des façons de définir que c'est sans démolition. C'est une des façons de dire que c'est sans démolition, c'est ça. En fait, c'est la définition d'une mesure sans démolition. Alors, Sans démolition. oui, ça s'en rapproche. Oui, il y en a d'autres, oui, mais ça s'en rapproche. Oui. Tu dis que tu prends le produit tensoriel chaque fois avec un espace de dimension différent, et Ouais. puis tu prends le produit tensoriel dans quel ordre tu veux. Oui, ça va marcher pareil. Ouais. C'est qui est ce que je disais tout à l'heure avec des mots, qui est qu'en fait, tu peux, euh, quand tu as une suite échangeable, tu peux dire que c'est une suite IID conditionnée à une mesure initiale. Ouais. Voilà. Voilà. Ouais. Tout à fait. Ouais. Voilà. Ouais. Et effectivement. Donc, tu choisis, tu choisis Pn avec la probabilité Qn de 0. Ouais, ça, c'est OK? La mesure Pn, tu l'as choisie avec Qn de 0. Et tu fais tout. Ouais, donc c'est ça le définitif. Alors, alors ça, c'est un petit exercice pour vous. Donc, vous pouvez maintenant. Donc, il se trouve qu'on peut faire la plupart des calculs intéressants en partant vraiment d'un formule de fonction d'onde. Mais si vous imaginez que l'état de la cavité, c'est une matrice densité, bah, je vous suggère de décrire l'évolution aléatoire et puis de regarder ce qui est asymptotique. Et en fait, ce qu'on montre assez facilement, c'est que il y a de la décohérence dans la base du nombre de photons, c'est-à-dire que dans la base du nombre de photons, la matrice densité devient diagonale. Et puis il y a de la purification, puisque alors c'est pas single state, c'est single state. À la fin des temps, alors c'est un petit peu trivial comme purification, mais à la fin des temps, on se retrouve avec un nombre de photons bien défini. Donc, les deux choses se font plutôt avec les mêmes échelles de temps. Il n'y a pas forcément des échelles de temps différentes. Mais dans un même temps, donc tous les éléments de matrice non diagonaux dans la base des nombres de photons tendent vers 0. Et puis, typiquement avec la même enfin, avec les mêmes ordres de grandeur de temps, sur la diagonale, on est projeté vers un état bien défini. Alors, que vous voyez quand même, parce que ça, c'est les images du papier fondateur du groupe du LKB. Donc, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, en fait, c'est les résultats c'est juste écrire la loi la loi de Bayes ça revient à écrire dans ce truc-là, ça revient à écrire la loi de Bayes explicitement et de la mettre à jour et puis de regarder. Et ben, alors donc comment font nos collègues? Ils prennent typiquement comme
comme a priori de Bayes, ils prennent le fait que la mesure du nombre de photons est... Bon, ils se doutent qu'il n'y a pas tant de photons que ça dans leur cavité parce qu'il fait pas très chaud. Et donc, en imaginant qu'il n'y a pas plus qu'il y a au maximum 7 photons dans la cavité, ils partent d'un a priori qui est que le prior, c'est que c'est uniforme. Il y a la même probabilité que ce soit 0, 1, etc. Et puis ils mettent à jour leur, euh, leur probabilité QN. Et voilà les résultats qu'ils obtiennent pour deux réalisations différentes de l'aléa, donc des passages de probe. Donc on voit ici le nombre, sur cet axe-là, on voit le nombre de photons, la probabilité d'avoir un certain nombre de photons, disons, le nombre de photons, ici le nombre d'atomes, et la probabilité, et on voit qu'on est parti d'un a priori uniforme, et puis on voit que tac, à un moment, on a l'impression que c'est bleu qui va gagner, et puis pas du tout. En fait, à la fin, c'est violet qui gagne, et à la fin, on se retrouve avec quelque chose qui est essentiellement. Excuse-moi, Michel, le nombre d'atomes. C'est le nombre d'atomes que tu as fait passer. Ah, d'accord. Tu vois, chaque fois que tu fais passer un atome, tu remets à jour tes fonctions d'onde. Et typiquement, ils font passer une centaine d'atomes. Alors, si on regarde un peu expérimentalement, on se rend compte que le temps pour lequel ça converge aussi bien, si vraiment l'expérience elle est aussi pure que la modélisation qu'on a donnée, il devrait être plus long. Il faudrait quelques milliers d'atomes en fait. Mais je pense pour des raisons justement du fait que tous les atomes n'ont pas exactement la même vitesse quand ils traversent, etc., ça va plus vite. Et avec un photon dans la cavité, par exemple, ça convergerait aussi pour quelques milliers d'atomes. Parce que là, on a l'impression que ça retombe. La probabilité, ah oui, elle retombe à 0. Elle retombe à 0. Ouais. Mais je pense qu'ils ont d'autres manips pour lesquels ils trouvent qu'il n'y a qu'un seul photon. Hein, je ne sais pas, mais là, il se trouve que les deux qu'ils mettent dans l'article, il y a soit 5, soit 7 photons. Hein. Voilà. Et donc, Mais tu peux avoir 0 photon. éventuellement, s'il fait très froid. Oui. Oui, c'est sur le prior. Enfin, pourquoi on suppose une loi uniforme au début? Ah, alors, parce qu'au début, ils savent pas ce qu'il y a dans leur cavité. Donc, c'est le truc standard de statistique. Alors, ça vaut la peine d'une explication. C'est de la statistique standard comment dire, de proba, enfin, sous-branche ou sous-produit des probas. Donc, a priori, ils ne savent pas ce qu'il y a dans leur. Ils n'ont aucune idée de ce qu'il y a dans leur cavité. Donc, ce qu'ils font, c'est qu'ils prennent quelque chose de raisonnable, et pour eux, raisonnable, c'est de prendre un truc uniforme, et puis ils regardent ce que ça donne en faisant évoluer le système, en disant, voilà, je suppose qu'à l'instant initial, c'est mon prior, et puis je fais évoluer, et je me rends compte que je trouve ça. Ben, en fait, le point, c'est que toute cette statistique de Bayes, c'est dire que, effectivement, le prior, il est arbitraire, et c'est ce qu'on reproche beaucoup aux gens qui font de la statistique bayésienne, mais en fait, l'idée, c'est que quand on a, sauf si on a vraiment été très très mauvais et qu'on a pris comme prior quelque chose qui ne se réalise jamais, eh bien, l'accumulation d'informations fait que même si on a mal choisi le truc de départ, à la fin, ça va converger vers le bon résultat. Et ça, c'est un théorème. Autrement dit, voilà, le théorème, pardon. Le théorème, voilà. Donc, on a cette loi d'itération. Un des théorèmes standards de statistique dit la chose suivante. D'abord, quel que soit l'état initial qu'on prend, ça converge. Mais en plus, quel que soit l'état, si on se donne les résultats des mesures, quel que soit le prior initial qu'on prend, modulo quelques petits, enfin, vraiment modulo des détails, le résultat à la fin est le même. Donc, le résultat des mesures étant donné, le résultat à la fin est le même, quel que soit le prior qu'on prend. Donc, ils prennent un prior uniforme. S'ils ont été maladroits, peut-être ça va prendre un peu plus de temps pour qu'on voit qui est le vainqueur, mais ils vont le savoir quand même. Non, mais juste pour comprendre, eux, ils mesurent le plus ou moins les signes, Oui. et ils mettent comme des chiffres pour des 0, des 1 et gamma, et ils trouvent ces plots-là. Voilà, ils les connaissent. Ils connaissent des 0, des des 1. zéros, Ah, ok, ils ont le Ils modèle. connaissent des 0 et des 1.
ils prennent un a priori juste pour la fonction Qn à l'instant 0, Oui, ok. et puis ils mettent à jour comme ça. Gamma avec les aussi, qu'ils ils connaissent. connaissent. Pardon? Gamma, Ils connaissent tout, ils connaissent gamma, D0, Ok. D1. Ils se donnent un a priori pour Ok. Q à l'instant 0, ils mettent à jour avec cette règle-là, en tenant compte des résultats des mesures, et c'est ça les plots, ouais. C'est ça les dessins. Mais c'est complètement faux. Enfin, je veux Pardon? dire, ça dépend de l'a priori. Tout ce qu'on sait, qu'ils convergent. Non, justement, étant donné les résultats des mesures, la limite, elle dépend pas de l'a priori. Non, la limite, oui, mais ces plots-là. Oui. Ouais, l'évolution du plot, Le ça début, dépend de le l'état début, initial, le si on début, connaît il est un peu pas. arbitraire, oui, tout à Ok. fait, oui, le début est un peu arbitraire. Par contre, là où on arrive, c'est pas arbitraire. Voilà. Mais le début est un peu arbitraire, mais plus, enfin, le début est un peu arbitraire, tout à fait, oui, oui. Ah oui, si au départ ils avaient mis un poids énorme, par exemple à 7 dans cette manip-là, au début on aurait vu 7 qui avait l'air de gagner, puis on s'est rendu compte que tardivement que c'est lui qui perdait. S'ils avaient mis un gros poids à 4 photons au début, on aurait vraiment eu très très fort l'impression que 4 photons gagnaient, et puis ils auraient... Donc, c'est un peu bidon. Non, pas du tout. Non, ouais, je veux dire, à 100, je commence à croire, mais tout ce qui est entre 0 et 40, je crois pas du tout. Non, entre 0 et 40, c'est juste la trajectoire quantique qu'ils observent. Mais alors, tu as raison. Mais il y a quand même un point important. C'est effectivement quand même un des grands thèmes justement de toute la théorie sur le. Parce que il faut comprendre quand même que c'est très rare qu'on connaisse la matrice densité du système à l'instant initial. Ça, c'est quelque chose qui est plutôt exceptionnel, surtout si le système est quelque chose d'un peu gros. Et donc, c'est une des choses très importantes d'avoir des théorèmes qui vont nous dire que, étant donné le résultat des mesures, en fait, à temps long, et le temps long, enfin, c'est exponentiellement rapide quand même, eh bien, la matrice densité qu'on trouve en prenant une matrice densité initiale arbitraire ou en prenant la bonne entre guillemets, enfin, le résultat, c'est que les trajectoires convergent les unes vers les autres exponentiellement vite. Non, non, mais ça, j'apprécie. C'était Donc ça, c'est un résultat important quand même. Mais effectivement, on est d'accord, le début, il veut rien, enfin, il veut rien dire si ce n'est que, il veut dire que c'est l'évolution de la fonction d'onde sous l'a priori qu'elle est uniforme à l'instant initial. Hmm. Oui. Qu'est-ce qui va permettre de savoir que ça a convergé et qu'il ne faudrait pas plus d'atomes? Ah non, mais alors, tu vois, c'est plutôt plat. Alors, néanmoins, enfin, comment dire, néanmoins, pour tout un tas de raisons d'erreurs expérimentales, même s'ils sont à 0,999, ça veut dire justement tout le théorème, c'est de dire qu'ils ont quand même, mais s'ils sont arrivés à 1 moins 1 millième, il y a encore une chance sur 1000 que ça change d'avis. Donc, voilà. Le résultat, il dit. Mais il sera jamais exact en temps fini. Il sera jamais exact en temps fini. Ça sera jamais exact à temps fini, et voilà. Et il y a toujours une petite probabilité que ça aille voir autre chose, ouais. Que ce soit pas ça Il y a un le truc de base que j'ai pas du tout compris, c'est comment la tourne de rivière que tu envoies, ouais. comment il fait pour mesurer 10 photons plutôt que 4? C'est les transitions entre. Non, disons, tu vois, quand il traverse, la fonction d'onde, elle acquiert une phase. La fonction d'onde, enfin, pour résumer, la fonction d'onde, une fois que tu as traversé, elle a acquis une phase ici, qui fait que la fonction d'onde de la cavité elle-même, après la mesure, elle a été changée. Par exemple, s'il y a 10 photons, la phase. Tu vois, il y a n. Elle est 10 fois le truc. Hein. Ouais, elle est dit, voilà, ça va tourner 10 fois plus vite. Mais comment dire, ici, tu pourrais, enfin, l'important c'est que les probabilités qu'on calcule en prenant le module carré de ces trucs-là dépendent vraiment de n. Après que ce soit purement une. Ouais, là c'est Ça en fait dépend vraiment de n. sur Voilà. la phase, mais ok.
Ouais, ouais. Voilà, ouais. Et donc là, la formule qui écrit tout ça avec une certaine probabilité, mais ce que les gens observent, c'est une réalisation de ce truc-là. Ils observent une suite de plus et de moins, et quand ils upgrade, euh, la première fois ils ont trouvé plus, ils mettent plus ici, la deuxième fois ils ont trouvé plus, ils remettent plus, la troisième fois ils ont trouvé moins, ils mettent moins, voilà, et ils itèrent, et à chaque fois, enfin, à chaque pas de temps. Pour passer de l'instant t à l'instant t plus delta t, on regarde dans l'état de la mesure sur la probe qui vient de passer, et on met à jour. Exactement, oui. Et ils ont visiblement des logiciels meilleurs que les miens pour faire des jolies courbes. Encore une question de base. On avait vu tout à l'heure dans ta formule que quand tu faisais une mesure sur l'environnement extérieur, si les deux systèmes n'étaient pas intriqués, Ouais. tu apprenais rien du tout sur le système que tu mesurais. Ouais. Et du coup, là, vu que ça marche bien, j'imagine que le degré d'intrication, il est très très fort, hein. Est-ce qu'ils arrivent à le quantifier entre l'atome et les photons? Alors je sais, j'ai pas essayé de faire des L'entropie d'intrication, tout ça, pour ce système-là, il est... ça doit se calculer assez facilement. J'ai pas essayé de le faire, mais mais on voit bien que si typiquement j'imagine que si D0 et D1 sont du même ordre de grandeur, ça doit l'intrication doit, enfin, ce que tu gagnes enfin, ce que tu gagnes en intrication, ça doit être maximum quand D0 et D1 sont du même ordre de grandeur. Puis il y a peut-être aussi des conditions sur le gamma. Bon, ça, j'ai jamais essayé de faire le calcul. Alors je pense qu'on peut s'arrêter là en fait. Euh, ça fait 1h20. Tout le monde est épuisé. Éventuellement, si une fois il y a un gap, je reparlerai avec plaisir. Mais si ça, si- ouais, donc ben, j'essaye. Alors très Tu rapide. veux continuer la prochaine fois C'est déjà prévu le programme de la prochaine fois. qu'est-ce qu'il y a la prochaine fois déjà? Lycée. Ouais. Mais il va pas parler 2h30, pareil, donc... Je peux terminer dans 15 jours. On a Ellie au début. Il était prévu qu'Ellie parle 2h30, c'est ça, Jérémy? Il était prévu que Ellie parle 2h30. 2h. Non, non, je te demande si c'est prévu ou pas. Il est connecté là normalement. Ah, c'est ça, on vérifie que les personnes aussi veulent réellement. On va les confirmations. Ouais, enfin, ce que je peux si c'est pour ne pas les commenter, moi ma présentation elle est librement disponible, je peux te l'envoyer, Jérémy, mais Sur la en partager. Il y a quelques références à la fin, et puis donc je suis prêt je suis prêt à raconter la suite à l'occasion. Voilà. Merci à vous. Je pense que tout le monde est fatigué.